Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce moment, cette petite soirée autour du Chomy. Donc merci à Ethnomusica, la médiathèque musicale de Paris pour cette initiative. J'adore partager ce genre de moment en fait où on n'est pas dans une conférence académique à 100% du terme, mais plus vraiment dans une médiation scientifique et avant tout musicale pour vous faire partager en fait une passion qui nous anime, les ethnomusicologues, qui est une musique qu'on a étudiée pendant des années en profondeur. En l'occurrence, pour ma part, c'est ce que l'on appelle en langue française du chant diphonique. Je vais vous expliquer assez rapidement dans la conférence aussi pourquoi je préfère qu'on appelle ça Chomy, parce que là, tout tourne autour d'une question de perception des choses, d'oreilles culturelles. Et l'idée, c'est de vous faire découvrir cette technique vocale dans une perspective mongole, telle que j'ai pu la découvrir pendant des années d'apprentissage, et telle que je vous invite à le découvrir aussi en écoutant le dernier disque que j'ai produit, qui est cette anthologie du Chomy mongol qui est sortie. Elle a 1 an, elle est sortie il y a 1 an et 1 mois exactement. Donc je vous parlerai d'abord voilà, de ma rencontre avec cette technique vocale, de cette technique vocale à proprement parler, et vous donner des clés d'écoute pour l'entendre en fait, et peut-être mieux l'apprécier aussi. Et puis ensuite on rentrera dans l'univers de l'anthologie, et à travers ça vous découvrirez différentes facettes en fait, de cette tradition, à la fois en présentant le disque, mais aussi en rencontrant certains des musiciens avec qui on a travaillé. Voilà. Donc la présentation, pour ma part, a été faite. Simplement, je voulais revenir sur ma vision des choses. Je travaille une ethnomusicologie du Chomy. C'est en fait, pour moi, donc l'ethnomusicologie, ce n'est pas une espèce en voie de disparition, c'est une discipline scientifique. Pour moi, c'est avant tout un mode de vie, en fait, une manière de regarder et d'écouter le monde, d'être attentif en fait aux sons qui sont produits par les autres qui nous entourent. Ce n'est pas que l'étude des musiques traditionnelles extra-européennes, etc. Ça, c'est une très ancienne définition, mais c'est voilà, une manière d'être attentif au son des autres, en fait, au sens le plus large, je pense. Et là-dedans, eh bien, il existe plusieurs démarches. La mienne, en tout cas, ça a été vraiment de rencontrer cette musique. D'abord avec un moteur, celui d'un musicien qui a envie d'apprendre. Et donc au départ, je ne suis pas devenu ethnomusicologue parce que j'avais envie d'être ethnomusicologue, c'est avant tout parce que j'étais musicien, j'étais guitariste, et j'avais envie de faire quelque chose avec ma voix, et je suis en quelque sorte tombé dedans. Alors c'est pas forcément par hasard, je crois qu'il n'y a pas de hasard avec ces choses-là, mais j'avais envie d'utiliser ma voix, j'étais adolescent, les cheveux à peu près de cette taille-là à l'époque, si je me souviens bien, mais mes copains me disaient « tu devrais te contenter de jouer de la guitare ». Et donc là, les frustrations de l'adolescence, en fait, parfois nous amènent à des choses intéressantes, puisque ça peut ouvrir d'autres portes. Vous allez voir où je veux en venir. Et donc j'avais vraiment envie d'utiliser ma voix, mais je ne savais pas comment, donc je me mets à ce qu'on appelle aujourd'hui le human beatbox, vous voyez, faire des rythmes avec sa bouche, et ça agaçait mon entourage, puisque j'en faisais vraiment tout le temps. Donc j'ai arrêté aussi, et un jour, on m'appelle et on me montre quelqu'un à la télévision qui fait des sons, c'est ce qu'on appelle le chant diphonique, et j'ai été absolument fasciné par ces sonorités. Et c'est resté dans ma mémoire pendant très longtemps, sans avoir accès. Alors à l'époque, on ne tapait pas sur Google chant diphonique et on avait des milliers de propositions avec des entrées pour aller lire et écouter des choses. On n'avait pas cet accès-là ce qu'on appelle les musiques traditionnelles, les musiques dites du monde. Mais avec la mémoire du son, j'ai essayé de reproduire ce que j'avais entendu. J'étais sans doute très loin de la réalité sonore actuelle, mais j'avais vraiment envie d'aller vers ça, donc je faisais des sons un peu bizarres avec ma bouche, et j'apprenais tout seul. Bon, mais à cette époque-là, je ne me posais absolument pas la question de savoir comment ça s'appelle, pourquoi on le fait, d'où cela vient, et comment on le fait, et quelles sont les significations dans la culture, etc. Toutes les questions qu'un ethnomusicologue en herbe peut être amené à se poser à un moment donné dans sa recherche. Et petit à petit, c'est en rentrant dans un cursus voilà, de musicologie, ethnomusicologie, tout ça, que j'ai pu m'intéresser à cela. Et donc, je me suis rendu compte rapidement que les questions que je me posais en tant que musicien, guitariste et même diphoneur, en fait, autodidacte, à l'époque aussi, je ne m'appelais pas
je ne me nommais pas diphoneur. Je disais que je chante du chant diphonique. Et là, il y a une nuance très importante pour rentrer dans cette perspective d'écoute mongole. Je pose des jalons et puis on va revenir à tout ça très rapidement aussi. Et de fil en aiguille, voilà, je me rendais très vite compte que les questions que je me posais en tant que musicien, apprenti musicien, je trouvais les réponses dans l'ethnomusicologie, et les réponses que je ne trouvais pas dans l'ethnomusicologie, je les retrouvais dans ma pratique empirique en fait, de la technique vocale. Et petit à petit, c'est un très long cheminement, hein, c'est 15 bonnes années de recherche. Je me suis très vite rendu compte en fait que voilà, faire avec eux, faire avec les musiciens, être avec eux en fait, donc pas forcément lire des articles, des livres et puis écrire sur leur musique, mais simplement passer du temps avec eux, c'était l'essentiel dans ma démarche en tout cas personnelle pour produire des connaissances et diffuser ensuite des connaissances sur cette musique, comme ce soir par exemple. Voilà. Donc pour moi, l'ethnomusicologie du komi, c'est avant tout voilà, cette ouverture des oreilles sur les autres et ce temps en fait partagé avec les musiciens, où quelque part au final on est plutôt dans une histoire familiale même, je dirais en quelque sorte, tellement les relations ensuite entre musiciens et apprentis chercheurs en fait se resserrent et on partage des moments très importants ensemble, on crée des choses ensemble, comme cette anthologie dont je reparlerai tout à l'heure, qui a été vraiment pensée avec les musiciens. Ça n'est pas dans une démarche extérieure, mais ça a été vraiment fait avec les musiciens en Mongolie. Voilà pour ma vision des choses. Alors, simplement une carte très modeste, mais pour resituer la pratique, pour savoir un peu là où on va. Moi, je me suis intéressé à ce qui se passe en Mongolie. Ça fait déjà la taille de 3,5 fois la France. C'est beaucoup. Et il y a beaucoup de musiciens, plusieurs centaines. J'en ai vu entre 400 et 500, en fait. Au-delà de 400, j'ai arrêté de compter, des diphoneurs, et puis plein d'autres artistes, en fait, qui pratiquent d'autres techniques vocales, d'autres pratiques instrumentales. Il y a des gens qui ne sont même pas forcément de la musique, mais qui ont un regard sur cette musique, et donc qui ont des choses à nous dire sur la pratique en général. Et donc tout autour, j'ai mis en avant aussi des zones plus ou moins liées aux Mongols, à l'ancien empire mongol, évidemment, dans lesquels on trouve aussi différentes pratiques de chant diphonique au pluriel. Et donc, il y en a très connus dans la République de Touva, dans la Fédération de Russie, hein, d'accord, ça c'est ce qui a été très diffusé en fait au départ au niveau des recherches et des disques, mais il y en a aussi dans toute la zone de l'Altaï, donc vraiment dans l'ouest de la Mongolie et hors frontière, dans la zone de l'Altaï russe, mais aussi de l'Altaï chinois. Et là, donc, il y a des peuples d'origine turco-mongole qui partagent des formes de komi, au sens très large du terme. Et puis il y en a un peu plus loin aussi, en Russie centrale, et des phénomènes plus récents en Mongolie intérieure et aussi en Bouriatie. Je reviendrai sur ces questions-là si ça vous intéresse plus tard, mais le but du jeu, ça n'est pas ça. Voilà, c'est de vous faire entendre la technique vocale. Pendant très longtemps, donc en apprenant en autodidacte, et puis ensuite en rencontrant quelqu'un qui est très important pour la diffusion des connaissances anatomiques sur ce qu'on appelle tous chant diphonique, notamment ce terme, c'est Tran Quang Hai, qui est un chercheur retraité du CNRS, qui était au Musée de l'Homme, et qui a en quelque sorte donné les lettres de noblesse au terme chant diphonique que nous utilisons tous aujourd'hui en langue française. En fait, c'est un acousticien, Émile Ley, en 71, qui a forgé ce terme pour mettre des mots sur une technique vocale qui, à l'époque, était difficilement compréhensible pour nos oreilles occidentales. Et ça, c'est très intéressant, en fait, comme point de départ pour mon cheminement, pour vous expliquer comment entrer dans une perspective d'écoute mongole. C'est qu'en fait, pendant très longtemps, je me suis dit que je faisais du chant diphonique. Alors ça peut vous paraître banal, et oui, il s'agit de ça. Oui, mais non. C'est-à-dire que dans les années 70, l'ethnomusicologie a choisi parfois de donner des noms différents de la pratique autochtone pour mieux expliquer avec leur regard et leurs oreilles à eux de quoi il s'agissait en fait. Alors que quand on regarde la musique traditionnelle indienne par exemple, un raga est toujours resté un raga. Dès le départ, des tablas sont toujours restés des tablas, etc. Du drupad, c'est toujours resté du drupad. Pourquoi, avec la tradition mongole, en tout cas cette technique vocale-là en particulier, on a eu besoin de donner d'autres termes?
c'est qu'à l'époque, là on remonte à la fin des années 60, au moment où Trinquang Ai, au Musée de l'Homme, découvre cette technique vocale en préparant des enregistrements d'une ethnologue, Roberta Maillon, pour les éditer sur un vinyle, qui est peut-être à la médiathèque, d'ailleurs il faudra vérifier, qui est sorti en 73, Chant mongol et bourriate, un excellent document sonore. Pourquoi, à cette époque-là, ils ont eu besoin voilà, de donner d'autres mots pour qualifier une technique vocale qui, au final, bon, aujourd'hui ça nous paraît beaucoup plus évident, mais qui à l'époque était vraiment très, très étonnante. Certaines personnes avaient du mal à concevoir que quelqu'un puisse, à lui seul, faire plusieurs sons, voire 2 sons simultanément avec sa voix. Et donc ça a beaucoup étonné. Et donc, plutôt que d'appeler ça Homi, alors au départ, les premiers chercheurs, en tout cas francophones, je ne ferai pas la liste de tous les autres, mais c'est intéressant aussi, mais Roberta Maillon, par exemple, qui est ethnologue, a appelé cela voix guimbarde, parce que ça ressemble en fait à la sonorité de l'instrument, et le jeu de la guimbarde en soi est diphonique. J'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il joue sur la modulation de la cavité buccale et des harmoniques. Et petit à petit, en fait, on a eu besoin d'appeler ça autrement, et très vite, on a appelé ça chant diphonique. Et la définition originelle, en fait, de l'acousticien, c'était de dire qu'une personne à elle seule fait des sons divergents avec sa voix simultanément. Ça ne nous disait pas combien de sons. Et très vite, dans la médiation scientifique, pour parler, faire découvrir cette technique vocale, on nous a dit en fait qu'il s'agissait avant tout d'entendre 2 sons, un bourdon vocal et une mélodie d'harmonique. Je vais y venir très concrètement, on va écouter tout ça. Mais du coup, moi, pendant très longtemps, je me suis dit, bon bah oui, l'essentiel, sur 30 ans d'articles et de notices de disques, d'explications écrites sur le sujet, je me suis dit, bah, je fais 2 sons avec ma voix, l'essentiel c'est de faire un bourdon et une mélodie d'harmonique. Donc quand je suis arrivé en Mongolie pour la première fois, pour mes premiers séjours, mes recherches en 2004, et que j'ai rencontré mes futurs professeurs mongols, j'avais l'impression d'avoir fait entre guillemets le tour de la question, prétentieux occidental que j'étais. Je lui montre, bah voilà, j'arrive à moduler une mélodie, c'est bon, j'ai compris l'essentiel de la technique vocale, c'est ça. Et puis les musiciens mongols me regardaient avec un certain flegme, et en fait, je voyais bien que c'était pas ça le son que je leur proposais. Ils me disaient non, c'est pas notre musique ça. Et j'étais très étonné, je me disais ah bon, bah, pourtant je fais un bourdon et une mélodie d'harmonique. Et la mélodie, je pense que c'est la bonne, enfin, sauf erreur de ma part. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, ma perspective d'écoute était occidentale. Et donc, pour rentrer dans leur manière d'entendre et de voir les choses, ben, il valait mieux que je me dise que je fasse du homi plutôt que du chant diphonique. Première ambiguïté, c'est que dans le terme chant, eh bien, dans la langue mongole, en fait, celui qui fait le homi n'est pas catégorisé comme chanteur. Chanteur en mongol, c'est Dodchon. Et il module sa voix avec un texte, une poésie, et il y a toutes sortes de répertoires qui vont avec cela, ce qu'on appelle Ortindu, les chants longs, Bogindu, les chants courts, Maktaf, les louanges, Tol, les épopées, etc. Homi, c'est quelque chose, donc, dans leur perception des sons, qui est différent. Première chose, mais j'ai mis 10 ans à le comprendre, hein. C'est pas venu tout de suite. Diphonique, bah, avec pendant 30 ans, on nous a dit qu'il fallait écouter 2 sons absolument, un bourdon, une mélodie d'harmonique. Ben, en fait, je suis passé à côté de quelque chose d'essentiel dans la perception des Mongols, qui est le timbre vocal. Et quand on parle de timbre vocal, on retire l'ambiguïté d'avoir seulement un bourdon et une mélodie d'harmonique, mais on parle d'une matière sonore qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus riche en fait, et dans laquelle il y a des choses beaucoup plus subtiles à entendre. Bon, maintenant, voilà, je vais faire la démonstration, puis je vais vous demander d'ouvrir grand les oreilles. Et vous allez me dire, vous m'entendez comme ça? Oui, oui, ça va. Vous allez me dire ce que vous entendez. Donc, dans la tradition, il y a 2 styles principaux, un style aigu, un style grave. Style grave. Khalkhila.
on peut entendre une chose ou plusieurs choses. Vous êtes d'accord avec cette idée? Dans ce que je fais, mes cordes vocales, elles vibrent à cette hauteur-là. Oh. Mais dans vos oreilles, le souvenir, c'est pas ça. C'était plutôt oh. Quelque chose de beaucoup plus rauque, plus grave. Bon, ce qui se passe techniquement, c'est que à la vibration des cordes vocales, j'ajoute une vibration supplémentaire. En gros, voilà, les bandes ventriculaires ou fausses cordes vocales, pour simplifier les choses et que vous le sentiez dans la gorge, en gros, une partie de ce avec quoi on se raclerait la gorge dans cette période hivernale. Quand on insiste bien, vous voyez, il y a la vibration des cordes vocales et des bandes ventriculaires qui s'installent, et la nature est bien faite, ça c'est génial, elle vibre 2 fois moins vite. Donc ça crée une vibration à une octave inférieure. Et on peut le contrôler. Vous voyez, ça s'installe, ça se désinstalle, ça se contrôle. Et par-dessus, avec la modulation, le changement de forme de cavité buccale, avec des positions particulières de lèvres et de langue, eh bien on arrive à faire varier en fait les harmoniques de notre propre voix. Donc là je bouge les lèvres, je les ouvre, je les referme, les harmoniques montent dans l'aigu, elles redescendent dans le grave. Vous voyez le principe. Et tout cela avec une gestion très particulière du souffle, assez proche des fois d'une respiration inversée en fait de la respiration naturelle. Une pression sur les cordes vocales tout à fait particulière, et cet ensemble, en fait, selon la hauteur de bourdon qu'on choisit et notre tessiture naturelle, va permettre de faire entendre plus ou moins de résonance là-dedans. Donc vous voyez qu'on est bien au-delà de 2 sons simultanés à entendre, mais ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6, 7, en fait, tout dépend comment on place l'oreille. En tout cas, c'est une écoute verticale, une écoute très polyphonique, en quelque sorte, du son au départ. Et ensuite vient la réalisation de la mélodie, on va s'intéresser à cet aspect-là, mais dans la perspective mongole, dans les critères de jugement esthétique des Mongols, ce qui est important pour eux, c'est ce qu'ils appellent ong. C'est le timbre vocal, la couleur de la voix. Tant qu'on n'a pas acquis la couleur de la voix, ou la couleur de l'instrument, c'est-à-dire bien faire sonner les cordes de l'instrument ensemble, ça ne sert à rien d'apprendre une mélodie d'harmonique. Pour eux, c'est mettre la charrue avant les bœufs, c'est avant tout d'abord apprendre à construire sa couleur, et donc en fait construire son identité. Et c'est cela qui m'a beaucoup plu dans cette tradition, c'est qu'on apprend vraiment à chanter avec qui on est du coup, avec son cœur, avec son corps. Et on a du coup, dans cette tradition orale, une certaine liberté pour évoluer avec des modèles que les maîtres vont nous donner, des directions, des portes à ouvrir éventuellement, et choisir là-dedans notre parcours. Voilà, c'est une vision en fait très orientale de la chose, et qui est tout à fait intéressante, mais les musiciens mongols, quand on les rencontre, ne nous l'expliquent pas comme ça. Il y a une sorte d'initiation pour arriver là-dedans. Et donc, ça c'est pour le style grave. Donc vous voyez que la base du style grave, c'est en fait un double bourdon, une double basse qui va générer du coup de nombreuses résonances. Le style aigu, du coup on monte. On l'appelle communément isgelekomi. On l'appelle communément isgelekomi, ça veut dire le homi sifflé. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la sensation d'un sifflement particulièrement mis en avant. Et là, c'est tout un monde aussi. Qui est vraiment très saillant sur le plan sonore. Par rapport au khalkhila, au style grave, on avait un ensemble sonore beaucoup plus épais, en fait, compact. Et donc là, c'est la particularité de cet autre style, c'est que là, pour le coup, on n'a pas 2 bourdons, il n'y en a qu'un seul. Et c'est en ça que les styles sont différents. C'est le fondamental, en fait, qui change vraiment et qui donne, du coup, un placement vocal tout à fait différent. Et là, pour ce faire, il y a une pression sur les muscles de la gorge très importante, qui nous permet en fait non pas de produire un son fort, mais un son riche en harmonique.
Donc quelque part, le HOMI, c'est un peu comme si nous avions une table de mixage à l'intérieur de nous-mêmes et que nous allions jouer en fait sur les paramètres des basses, des médiums et des aigus. Pour simplifier aussi la question de comment en fait on va mettre en avant toutes ces harmoniques et toutes ces résonances qui sont dans notre propre voix naturelle. Quand je vous parle, vous êtes d'accord que voilà, j'ai un timbre vocal, une couleur particulière, une identité qui fait que ma voix est différente de la vôtre, de la vôtre, de la vôtre, de ma famille, etc. Et en fait, ça, c'est un agencement particulier des paramètres basses, médium, aigus de mon appareil phonatoire tel qu'il est, etc. Puis je n'avance pas dans la complexité de la chose, mais pour vous donner une idée, du coup, selon la manière dont je vais choisir la hauteur de bourdon et je vais agencer en fait les muscles de ma gorge, gérer le souffle, qui est la base de tous ces sons, eh bien je vais pouvoir plus ou moins doser et mettre plus ou moins en avant ce bourdon, cette mélodie d'harmonique et toutes ces résonances. Du coup, d'un individu à un autre, il y a une diversité de possibilités sonores absolument incroyable. Et c'est ça qui fait toute la richesse de cette tradition. Et donc là, dans ce que j'ai fait, à votre avis, combien il y avait de sons dans ce style aigu? Vous entendiez quoi? Il n'y a pas de question piège. 2, 1, 3, une infinité. Là, ça va loin. Mais d'un son d'une note. Vous parlez d'un son ou d'une note? En fait, les deux. On peut mettre les pieds dans le plat. Un son, ça peut être plein de notes en même temps, donc c'est plutôt deux notes, quand vous demandez deux ou trois notes. Oui, non? Parlons en termes de son, du coup. Parce que les Mongols, l'histoire des notes, ça les intéresse beaucoup moins, en fait, mais plus en termes de couches sonores qui, simultanément, voilà, vont être plus ou moins mises en avant dans le timbre vocal. Et donc là, il y en a deux qu'on entend distinctement, c'est le bourdon d'harmonie, le bourdon, donc son fondamental, pressé, un sifflement harmonique qui est mis en avant par la modulation de la langue contre le palais. Hein. Là, ce que j'ai fait pour moduler les harmoniques dans l'aigu, la pointe de la langue glisse sur la partie osseuse du palais vers l'avant, elle recule en arrière, les harmoniques descendent dans le grave. Ça, c'est la technique la plus connue, en fait. Je vous fais un petit schéma, comme ça, tout le monde voit ma main. J'avais pas pensé qu'il y aurait du monde, donc j'aurais pu faire un schéma sur le PowerPoint. C'est l'intérieur de ma bouche. Ça ressemble pas du tout à ça, en fait, mais c'est pour vous donner schématiquement le principe. La pointe de la langue collée au palais, comme quand on dit elle, on glisse, on recule, et les harmoniques descendent et montent. Vous voyez le principe, d'accord? Et là, dans ce que je fais, si l'oreille s'affine, dans les résonances, vous pouvez entendre au moins deux choses de plus. Les harmoniques des harmonies, par exemple. En fait, il y a derrière, sur le plan sonore, un espèce d'effet bol avec un harmonique médium ou aigu, ça dépend à quelle hauteur vous le percevez, il y a plusieurs choses, qui crée une présence en fait du son. C'est pas le son fondamental. Et au-dessus des harmoniques, il y a un son qui résonne en fait et qui suit la mélodie d'harmonique. Vous pouvez le percevoir comme une sorte de son de souffle ou un grésillement, tellement le son est aigu. Et bien ça, en fait, les musiciens mongols sont absolument sensibles à ça, au départ. Et donc ils entendent dans notre voix si on a ces sons-là ou pas. Tant qu'on ne les a pas, on a du travail. Et ça, c'est tout à fait intéressant, voilà, pour vous expliquer ensuite comment l'apprentissage se fait, etc. Je vous le refais une fois. Sans le micro, c'est plus intéressant, en fait. Sensation. Et des fois, dans ce genre de musique, il vaut mieux pas mettre trop de mots sur les choses. Certains peuvent avoir du mal à se représenter au niveau de l'audition ce que peuvent être les harmoniques émises de cette manière. Et donc des fois, il vaut mieux parler en termes de vibration, de grésillement,
Voilà. Tout l'après-midi, j'étais avec des enfants de 6e en intervention en région parisienne. Et eux, s'ils me disent j'entends les abeilles ou l'aspirateur, bah, c'est gagné en fait, parce qu'ils entendent vraiment des sons très aigus, des ondulations de sons autour du son fondamental qui est produit. Vous voyez? Donc on peut se le représenter aussi de cette manière-là. Penser peut-être à du vent qui souffle ou de l'eau qui coule, un lien avec les éléments dont on va bientôt parler. Et donc, vous comprenez que dans ces deux grands styles, à un seul bourdon ou à un double bourdon, il y a ensuite, bah, du coup, selon la manière dont on va presser sur les muscles de la gorge, selon la manière dont on va agencer les lèvres et la langue dans la bouche, on va pouvoir en fait faire entendre différents rapports en fait dans cet espace. Par exemple, si je mets ma langue en bas, là j'avais la langue au palais, donc ça permet de mettre le sifflement très saillant, très en avant. Si je la mets en bas, on va être dans un son beaucoup plus épais. Homi écho, l'esthétique veut prendre un bourdon médium, voire bas par rapport à notre voix parlée naturelle, et du coup avoir un son voilà, plus épais dans lequel le sifflement ressort moins par rapport au bourdon. Et donc la langue module calée contre les dents de la mâchoire inférieure. Vous entendez? Là, c'est très différent. On peut faire exactement la même chose en fermant les lèvres. Et donc là, on va basculer, en fait, on va faire une variation de timbre, et on n'est plus dans un homi écho, mais un hamrin homi, un chant diphonique en fait de nez, dans lequel on va privilégier le nez comme résonateur principal. Vous voyez, c'est tout à fait différent, etc., etc. Alors après, il y a aussi d'autres techniques, il y a plus d'une vingtaine de techniques, donc on pourrait consacrer la soirée à la démo. C'est pas le but, mais c'est de vous donner une petite introduction d'écoute. Il y a des ornements très subtils aussi qui sont tout à fait intéressants à écouter, comme des trills qu'on peut faire en fait avec la technique de langue au palais. On peut moduler la langue donc contre le palais dur, le palais mou, tout en bougeant extrêmement rapidement la pointe de la langue pour créer un ornement sur les harmoniques. Et ça, les musiciens mongols s'en servent en général pour imiter les sons de la nature et notamment le bruit de l'eau. Ça s'appelle Tagnan Homi. En fait, littéralement, c'est Homi de palais, parce que la langue est contre le palais et on va insister sur cette position au palais. C'est très subtil en fait, mais ça crée un effet voilà, très très particulier. Et on peut soit le mettre à un endroit dans une mélodie, soit faire toute une mélodie comme ça, voilà. Etc. Si on a le temps, à la fin, je vous referai peut-être d'autres démonstrations. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est voilà, comment c'est venu de faire des sons de cette manière. Alors les musiciens nous répondent, ils nous disent en imitant les sons de la nature. Et il y a beaucoup de légendes dans la tradition mongole qui nous racontent comment le homi est venu d'un besoin d'imiter le souffle du vent dans la steppe, son grondement dans les montagnes, son frissonnement à travers les roseaux au bord du lac, mais aussi toute forme d'écoulement de l'eau, la cascade, le torrent, la rivière, le ruisseau et les chants d'oiseaux. Et donc l'un des premiers exercices qu'on m'a appris avec Tseren Dava, qui est le musicien sur la photographie, qui est un de mes premiers professeurs, c'est d'être assis près d'un petit torrent. On est à 2500 mètres dans l'Altaï, dans l'ouest du pays. Et il m'a dit, voilà, écoute et reproduis. Et il m'a laissé sur le rocher, seul, pendant une demi-heure, sans explication supplémentaire. Ça, c'est la tradition. Et je vous fais écouter, du coup, voilà, une imitation qui est courte. Hein, ça, c'est un extrait. L'enregistrement original dure plus de 20 minutes. Mais dans lequel il utilise différentes techniques diphoniques que je vous ai montrées, langue en bas, langue en haut. Vous allez entendre du coup ces rapports de résonance particuliers mis en avant, et dans lequel en fait il va utiliser ces techniques pour imiter le son de l'eau.
Au passage, c'est le premier enregistrement qui est sur l'anthologie. C'est pas pour faire de la pub, mais voilà, on s'en est servi aussi. La langue au palais, la langue en bas. Les trilles au palais. Etc. Alors évidemment, les sons de métro derrière n'étaient pas dans l'enregistrement. Je ne sais pas si vous les avez entendus. Donc, on peut expliquer l'origine de cette pratique avec ce lien particulier avec les éléments de la nature. L'ensemble de la musique mongole, que ce soit les chants, les pratiques instrumentales, peut être pensé en fait dans ce lien animiste en fait très fort avec les éléments qui habitent la nature, le monde des esprits, etc. Et donc, il y a aussi une explication plus liée à l'anthropologie aussi, qui nous permet de comprendre pourquoi on s'est mis à faire des sons. Les Mongols ne font pas de polyphonie, ils se contentent en fait d'une diphonie, donc plusieurs sons simultanément avec la voix d'une seule personne. De pourquoi on en est venu à faire des sons aussi complexes, c'est aussi en fait en lien intime avec leur vision du monde. Et depuis les traces anciennes que nous rapporte l'archéologie, on sait qu'en Mongolie, il y a une vision du monde qui est verticale, hiérarchisée et circulaire. Et donc, l'écriture ancienne, par exemple, nous rapporte aussi que cette pensée était verticale. La langue ancienne mongole s'écrit de haut en bas, mais aussi, par exemple, la perception de l'espace. Donc, imaginons que là, nous sommes assis dans une grande yourte, très grande. C'est pas aussi grand que cet espace, et que ici, ça ne vous dérange pas, voilà, c'est la porte d'entrée. Et donc les yourtes aujourd'hui sont orientées au sud, donc la porte est orientée au sud. La première chose que le maître de maison vous dira quand vous rentrerez chez lui, qu'on soit apprenti ethnomusicologue ou le voisin qui habite dans la même steppe, c'est de dire « desheso » par politesse. Ça veut dire « asseyez-vous en haut ». Et le haut, pour eux, donc c'est le nord, là où je me trouve, et le nord-ouest, en fait, qui est la place réservée aux invités, puisqu'il y a une organisation, une spatialisation des objets, des hommes dans la yourte qui est absolument pas laissée au hasard, même si quand on rentre chez quelqu'un, on ne pense pas toujours à tout cela à la fois. Il y a quelque chose comme ça. Et donc même la langue mongole nous le dit, la pensée de la yourte, elle n'est pas horizontale, l'organisation des choses, elle est verticale, circulaire et hiérarchisée. Et donc, je vais très vite là-dessus, parce que je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Et donc tout ça, c'est connecté avec cette vision du monde souterrain, terrestre, céleste des Mongols, à travers lequel les hommes et les esprits cohabitent et circulent. Et même, et ça nous le confirme, en fait, donc la plupart des pratiques instrumentales et vocales sont en lien étroit avec un jeu subtil de bourdons, d'émissions d'harmonique, de résonance, etc. Donc on est dans un véritable univers où les choses se verticalisent quelque part. Et ça nous le confirme aussi, l'apprentissage même de cette technique vocale, c'est ce qui fait que c'est quelque chose de très fort, cette verticalité, cette notion, dans la pratique mongole, c'est que l'apprentissage même du homi se verticalise. On apprend d'abord à penser et à travailler la gestion du souffle,
Ensuite, on apprend à presser sur les muscles de la gorge. Ça, tout ça, c'est des exercices séparés. Et ensuite, les choses se verticalisent pour ne faire qu'un et qu'un seul Homi. Ensuite, on apprend à gérer la modulation de la cavité buccale, la pensée, l'écoute et l'ensemble. Vous voyez? Et tout ça, pas à pas, dans l'apprentissage, nous emmène vers la pratique générale d'un Homi. Et ce qui est intéressant aussi dans la langue mongole, c'est de voir que ce que nous autres appelons bourdon ici, les Mongols appellent ça, pour le Homi, Solong. Solong, ça veut dire la couleur de base. La couleur de base, c'est un bourdon qui doit être suffisamment enrichi, harmoniquement parlant, pour avoir de la matière sonore dans laquelle on va pouvoir sculpter à disposition différents harmoniques, différents types de résonances, selon la manière dont on va gérer son souffle et la pression sur les muscles de la gorge. Voilà, donc là aussi, il y a une dimension verticale de construction de la vocalité, en fait. Et donc, je vous parlais de cette véritable univers diphonique. Je pourrais passer 1 heure à vous faire écouter tout un tas d'enregistrements en lien avec ça, mais on retrouve, en fait, tout ça pour vous dire que le Homi, c'est un petit grain de sable dans un univers musical qui est beaucoup plus large, beaucoup plus subtil qu'on méconnaît. Souvent, on connaît cette technique, on nous dit, bah oui, c'est la pratique, la technique vocale connue des Mongols, etc. En Mongolie, c'est pratiqué par quelques centaines de personnes, ce n'est pas du tout la technique vocale la plus répandue. Les techniques vocales les plus répandues, c'est le chant long, le chant court, par exemple, ce dont je vous ai parlé. Ça, c'est vraiment partagé par tous les Mongols. Je ne connais pas une famille qui ne connaît pas au moins 1 ou 2 chants longs, 1 ou 2 chants courts. Homi, c'est beaucoup plus rare. Pourtant, à l'étranger, c'est ce qui est de plus connu, parce que c'est une technique qui nous fascine, pour ses propriétés acoustiques notamment. Et donc, en fait, il y a beaucoup de pratiques instrumentales et vocales qui tournent, plus ou moins dosées, autour d'une gestion particulière d'un bourdon, d'un jeu sur les harmoniques, d'une modulation de la cavité buccale, quand on a affaire à quelque chose qui fait appel à l'appareil phonatoire, et surtout d'une notion centrée sur le timbre. Dans toutes les pratiques vocales et instrumentales, il faut avant tout, je vous l'avais dit tout à l'heure, avoir un bon timbre suffisamment riche et intéressant pour transmettre des émotions, puisque les émotions se transmettent, je pense, généralement à travers le timbre. Et ça, on pourra en reparler après si vous voulez. Et donc, vous pouvez voir tout en haut, à votre gauche, le jeu de la flûte sourde qui se joue avec un bourdon vocal guttural proche de la phase d'installation du chant diphonique. Le jeu de la flûte s'occupe de la partie mélodisée qui serait normalement les harmoniques, et la fusion de l'ensemble crée de nombreuses résonances. Et là aussi, on a un son compact, très complexe. Vous pouvez aussi voir le jeu de l'arc musical. Sur le principe, on actionne une corde et la bouche fait caisse de résonance, et la modulation de la bouche fait les variations harmoniques de ce son fondamental émis par la corde. Le même principe avec les guimbardes. Mais on a aussi ça avec les pratiques instrumentales, avec le jeu de la vielle cheval, le luth tofshur par exemple, qui sert à accompagner le chant diphonique. Le jeu de la vielle cheval, par définition, les notes se jouent en fait sur les harmoniques des cordes. Et donc ce qui nous intéresse aussi, là aussi, c'est la fusion, jeu d'une corde à vide en bourdon, jeu simultané sur une corde, et qui, avec la fusion, crée aussi des résonances très subtiles. On retrouve aussi le même type de jeu avec le tofshur, où il y a une corde à vide et une corde qui va se servir simultanément, qui va suivre la partie mélodisée du chant. Il y a aussi quelque chose qu'on connaît moins. Les Mongols sont moins connus pour leurs pratiques de percussion, en dehors des pratiques chamaniques et bouddhistes. Dans la culture populaire, il n'y a pas beaucoup de percussions dans la tradition mongole, à part des entrechoquements de petits osselets comme ça. Mais ils ont aussi un jeu, en fait, qui est entre le jeu et la musique, qui s'appelle Amand Tashilt, sur lequel, en fait, on va entrechoquer des bouts de bois ou des os sous les doigts, sur les joues, sur la gorge ou sur le crâne, pour faire une mélodie d'harmonique en variant la cavité buccale. Vous voyez ? Et on fait tout un tas de mélodies du répertoire, en fait. Et ça, c'est très peu connu. En Mongolie, il n'y a pratiquement que les anciens qui le pratiquent. C'est tombé dans des études, alors que c'est une pratique vraiment fascinante, en lien intime, en fait, avec le jeu diphonique. Vous voyez bien que là, il y a tout un univers, en fait, d'utilisation de la cavité buccale. La guimbarde, je ne vous fais pas la démonstration, tout le monde voit à peu près le fonctionnement aussi. Et je vous invite, du coup, à découvrir aussi toutes ces pratiques vocales et instrumentales. J'en viens du coup à parler de cette anthologie du Homi mongol, dans lequel justement on présente une diversité en fait des styles, des techniques, des hommes, des femmes, des maîtres, des jeunes,
des sensibilités rurales, urbaines, anciennes, les archives sonores, et contemporaines, les jeunes groupes à la mode à Ulaanbaatar. Et je vais vous parler rapidement du coup de l'éthique, puisque de ce projet, la manière dont on l'a fait, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais ça fait partie aussi de cette vision de l'ethnomusicologie qui pour moi est vraiment très importante. C'est que si on étudie la musique des autres, enfin on ne le fait pas n'importe comment aussi, il y a un respect, et il y a un véritable aller-retour qui doit exister en fait entre le chercheur, musicien, et puis les musiciens autochtones, comme on les appelle, si on regarde ça avec de la distance. Et là, ce projet-là, moi en fait, Route Nomade, cette structure dont on a parlé en introduction de la conférence, c'est venu d'un besoin de créer cette structure parce que je me sentais en fait seul dans un aller sans retour. Je vais en Mongolie, leur poser plein de questions, les enregistrer, j'apprends leur technique vocale, ici j'enseigne, je diffuse des connaissances théoriques propres à ma recherche sur leur musique. Alors en dehors de rentrer en Mongolie et de leur dire bah oui j'ai écrit un article qui parle de ça, t'as vu, là il y a une photo, c'est sympa, je parle de ton fils, comment il a appris, et là tu vois, là je parle du développement du komi à Ulaanbaatar. Bon bah ils sont très contents de le savoir, en attendant c'est écrit en français, ils ne peuvent pas savoir exactement ce que je dis sur leur musique. Même si on a des conversations profondes, assez longues, autour d'un thé, à parler de la tradition, mais pour moi ça ne suffit pas. Et donc c'était vraiment important de créer un pont entre la France et la Mongolie, un véritable retour pour les musiciens, pour ne pas être seuls à transmettre des connaissances sur leur technique sans eux. Et donc depuis maintenant 12 ans, au rythme d'1 à 2 fois par an, j'invite au départ mes professeurs et maintenant plein d'autres musiciens, détenteurs de cette tradition, à parler ensemble, en fait, à faire découvrir vraiment ensemble dans des moments comme celui-ci. On pourrait être avec un maître mongol, il vous parle dans sa langue, on traduit à côté, et il n'y a pas de barrière, en fait, c'est vraiment sa manière à lui de vous expliquer tout ça. Et donc on a fait beaucoup de moments de concerts-conférences, de médiation, pour diffuser les connaissances sur cette technique vocale avec eux. Pour moi, c'était vraiment très, très, très important. Et donc ce projet, on a fait plusieurs disques dans le passé aussi autour du chant diphonique. Celui-ci, l'intérêt, c'était, après mes recherches de thèse, de rendre un hommage en fait, à la tradition, mais de penser vraiment le projet avec eux de A à Z. C'est-à-dire que tous les contenus musicaux, visuels, donc que ce soit des photographies ou des vidéos aussi qui sont mises en ligne, et les textes qui accompagnent, sont vraiment pensés ensemble. Moi j'avais une idée très précise en fait dans une anthologie, montrer la diversité de la tradition. Après avoir parcouru ça pendant une quinzaine d'années, je me dis bon, je vois à peu près de quoi on pourrait parler. Mais leur point de vue à eux, il est super important aussi pour rester proche de cette perspective mongole en fait. Et donc, évidemment, c'était pas forcément évident puisqu'il y a 43 plages sur le disque. On ne peut pas parler de tout le monde non plus. Ça, c'était la contrainte éditoriale, mais on est déjà content d'avoir pu le faire. C'était aussi de laisser à peu près une plage par musicien. Donc évidemment, mes maîtres étaient persuadés qu'ils auraient un disque entièrement consacré à leur vie, leur œuvre. Donc il a fallu négocier, discuter, etc. Puis de trouver le morceau, la pièce qui les représente le mieux. Parce que certains, en fait, au niveau de l'histoire du komi, qui sont tellement importants dans le développement de cette technique sur les 3 dernières générations, qu'on pourrait consacrer une anthologie entièrement à toute leur carrière, en fait, des archives sonores à nos jours. Donc c'était pas possible, mais du coup après avec les textes qui l'accompagnent, on peut documenter tout ça. Donc ça a été tout un travail qui a duré 6 ans, suite à un projet en fait avec ma compagne qui est mongole et qui travaillait à la Commission nationale de la Mongolie pour l'UNESCO, d'inscrire cette tradition sur les fameuses listes du patrimoine culturel immatériel. Voilà, donc ça c'est tout un travail administratif. Et c'est là qu'a germé l'idée de cette anthologie, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait on devait collecter un maximum de données pour représenter une vision objective de cette tradition, pour que ce soit inscrit sur ces listes à l'UNESCO. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de documentation où en 2-3 heures de temps, on feuillette un livret, on écoute, on peut avoir un aperçu global. Il fallait aller sur la compile ethnographique éditée dans les années 70, le CD d'archives édité dans les années 80, l'article d'un tel, des chercheurs, etc. Il fallait avoir une quinzaine de documents sous le coude pour se faire une idée de la globalité en fait, et la diversité de cette tradition. Donc l'idée, ça a été de faire cette anthologie. Ça aura mis 6 ans à voir le jour, et surtout le temps en fait, de collecter les informations auprès des musiciens. On leur proposait même de les réenregistrer pour avoir une meilleure qualité de son, puisque étudiant que j'étais à l'époque, les enregistrements de 2004 ne sont pas les mêmes que j'ai pu faire en 2017. Donc quitte à refaire les chansons, les prises de son, c'était beaucoup de travail. Voilà, et donc on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée,
de cette anthologie, c'était aussi de remettre les choses à plat, dans le sens où aujourd'hui, en fait, ce que l'on connaît surtout de cette tradition, c'est sa forme spectaculaire. Et donc, c'est une forme qui a évolué en fait des années 50 à nos jours. Avant les années 50, le komi n'était pas une technique vocale représentée en concert sur scène. Voilà, et ça, c'est toute la période soviétique et la politique culturelle de l'époque qui a amené petit à petit la présence de cette technique vocale au programme des concerts. Et ça, ce cadre de la scène a évidemment influencé en fait la pratique des diffoneurs vers une représentation tout à fait spectaculaire dans tous les sens du terme, avec un déploiement du coup de la virtuosité. Et ce que l'on connaît surtout à travers les disques et les concerts, c'est avant tout cette forme-là. Alors que quand on va à la campagne en Mongolie, les bergers ont un son tout à fait différent et tout aussi intéressant à découvrir. Donc l'idée, c'était de remettre un peu tout le monde au même niveau dans les disques, puisque du coup, ceux qui ont accès aux disques, c'est surtout les professionnels, etc., pour faire vraiment découvrir cette tradition au sens le plus large possible. C'était aussi rendre accessible au public des enregistrements d'archives qui étaient difficilement accessibles, voire inaccessibles par des familles dont la transmission du komi existe, mais dont la transmission de l'enregistrement n'a pas été faite. C'est-à-dire que chaque année, à peu près au moment du Nouvel An mongol, qui commence jeudi soir, c'est cette semaine, on entend une ou deux fois à la radio la voix du grand-père avec tel titre, donc ils arrivent à l'enregistrer comme ça, mais ils n'ont pas l'enregistrement original. Donc on a fait des contrats avec la Radio Nationale de Mongolie pour rendre les enregistrements aux familles et refaire circuler en fait du coup quelque part la transmission du chant diphonique de cette époque-là. Donc des années 50 à, on va dire, à peu près la fin des années 80 dans ce qui est aux archives. Et du coup de faire circuler des connaissances sur la technique vocale qui sont oubliées ou qui sont difficilement exploitables. On voulait aussi promouvoir le respect de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que les choses ont été faites vraiment dans les règles de l'art administrative aussi avec les musiciens, dans le respect de tous. On n'est pas venu, contrairement à certaines productions télévisuelles, leur voler leurs images ou leur musique, bien au contraire, ça a été vraiment pensé dans le respect de tous. Même, pour vous dire, des enregistrements d'archives dont en Mongolie, il n'y a pas forcément d'histoire de droit de succession au niveau juridique. Les enregistrements d'archives dont on a perdu la trace des familles, on a même fait l'effort de retrouver les familles, quitte à faire 5000 km dans la steppe pour aller leur demander le droit de mettre sur ce disque l'enregistrement de l'arrière-grand-père, etc. Voilà. Donc c'est aller vraiment très très loin, mais pour nous, respecter la tradition aussi, c'est aller jusque-là, même si ça prend 2 mois pour retrouver tout le monde entre la capitale et la steppe. Et on voulait avant tout montrer la tradition en mouvement, puisque la tradition, ça n'est pas un phénomène figé, au contraire, si elle existe, c'est parce qu'il y a du mouvement, et que les musiciens, chaque génération arrivant, va amener de l'eau au moulin, en fait, en quelque sorte. Et c'est ça qui fait la beauté et la force d'une tradition. Donc on voulait aussi montrer des archives sonores à nos jours, toute l'évolution de la technique sur 70 ans d'histoire et la création contemporaine, en fait. Voilà. Alors, donc vous pouvez entendre toute cette diversité, ce qui se passe sur scène, ce qui se passe à la campagne, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a à peu près 3 générations qui sont représentées, donc on peut vraiment entendre l'évolution en fait, d'une tradition dans le temps. Malheureusement, on ne sait pas comment ça sonnait avant la fin des années 40, le chant diphonique, même si on peut en avoir une idée. Je rêverais de savoir comment, il y a 200 ans, le chant diphonique pouvait sonner. Voilà, donc à la fois des productions commerciales aussi, d'enregistrements importants pour l'histoire du chant diphonique qui ont été faits en Occident et en Mongolie, des autoproductions inaccessibles ici, donc qu'on peut diffuser à travers ce disque, et puis ces fameuses archives sonores. Voilà. Et donc, je vais vous montrer quelques vidéos de collectage et quelques enregistrements en fait, de cette anthologie. Et donc, je commencerai par la vidéo de Mangal Jav, qui est un berger qui vient du nord-ouest de la Mongolie, qui est la personne que nous avons choisie, qui siège dans sa yourte sur la pochette du disque. Évidemment, on ne pouvait pas mettre 40 musiciens sur la pochette. Certains étaient persuadés que ce serait eux qui seraient dessus. C'était très compliqué pour faire des choix. Et donc, dans ces cas-là, c'est très simple. Il faut prendre la personne la plus âgée, l'ancien, puisqu'il y a un respect, il y a une hiérarchie aussi sociale. Et on a fait même le choix de prendre la personne qui était la moins connue. Et ça rend une certaine humilité aussi dans la tradition, où il y a beaucoup de personnes décorées, très fières de leur pratique, respectables, mais qui ont tendance à oublier aussi que l'origine de cette pratique,
c'est une technique vocale de berger toute simple, quotidienne, qui se pratique à la pâture en gardant les chèvres et les moutons. Donc on a voulu humblement rendre hommage aussi aux moments les plus simples en fait, de la partager dans la tradition. Donc je vous montre Mangal Jam. Donc ça, ce sont des compléments au disque, c'est-à-dire qu'on a ajouté d'autres titres vidéo des musiciens les moins connus la plupart du temps sur le net, sur une chaîne YouTube dédiée, mais aussi sur le site de Route Nomade, pour que n'importe qui puisse gratuitement accéder au moins à une bonne dizaine de vidéos de diffoneurs qui ne sont pas connus du tout. Puisque quand vous tapez chant diphonique ou Homi, vous tombez sur tous les professionnels, et on a une certaine idée de la tradition, mais pas tout. Technique de modulation, la langue en bas. Voilà, et donc vous pouvez le voir aussi sur les génériques, on est allé jusque-là, on a fait le choix de les mettre en 3 langues, c'est-à-dire en français, anglais et mongol, pour que le disque soit aussi diffusé le plus largement possible. Et donc on a fait le choix avec le label Buda Music aussi, que le livret soit intégralement à la moindre note de bas de page et la moindre référence bibliographique écrit en français, anglais et mongol. Ce qui est très rare en fait dans le milieu éditorial, puisque les éditeurs vont d'abord vous dire commercialement c'est pas intéressant, on va le vendre dans la langue du pays où il sera principalement acheté, donc en français, en anglais la plupart du temps. Et donc il y a beaucoup de notices discographiques sur les musiques dites de tradition orale, collectées par l'ethnomusicologie, où les langues se limitent malheureusement à des langues européennes ou occidentales en tout cas. Et la tendance change aujourd'hui, heureusement, et on arrive à militer pour mettre au moins la langue des musiciens pour qu'ils puissent diffuser le disque chez eux, et c'est quelque chose de fondamental. C'est sûr qu'on ne va pas vendre des centaines d'anthologies en Mongolie, peu importe, nous on en a distribué des centaines là-bas, aux musiciens, dans tous les lieux de transmission, aux jeunes, à plein de gens qui voulaient vraiment s'en servir pour que ce soit un véritable outil de transmission. C'est-à-dire que ce n'est pas des enregistrements fixés sur un disque, mais c'est un support pour faire circuler des informations autour de leur patrimoine musical. Voilà. Je vais vous montrer, alors pour le contraste, que vous entendiez bien aussi, la vidéo d'un groupe. Ça, c'est la dernière plage du CD2 de l'anthologie, puisque ça fait partie des dernières innovations que les jeunes mongols ont apportées dans cette tradition. C'est plutôt que de diffoner seul ou à plusieurs sur le même bourdon, on s'est mis à commencer à utiliser les timbres gutturaux de façon polyphonique en fait. Et donc l'ensemble Khosokton, qui a été créé en 2009, fait partie des pionniers en Mongolie en tout cas de l'utilisation de ce système polyphonique. Et ça c'est vraiment le groupe à la mode. Quand ce groupe est sorti, dans les 2 ans qui ont suivi, en Mongolie intérieure, en Bouriassi, tout autour de la Mongolie, il y a une quinzaine de groupes dans ce style qui sonnent exactement pareil que Khosokton. C'est comme un peu Nirvana dans les années 90, et on a assisté au développement du mouvement grunge. Enfin, vous voyez, c'est du même ordre, mais à l'échelle du développement d'une tradition orale. Et donc Khosokton, ça fait partie, alors ça c'est un concert qu'on a organisé sur un festival à Brest en 2016 dans le cadre de la promotion de ce disque. C'est la seule vidéo de musiciens très connus en fait qu'on a voulu mettre en avant. Et là vous allez voir que c'est des musiciens ouverts sur la mondialisation. Il y a un djembé, on peut se demander ce qu'il fait là. Voilà, un instrumentarium tout à fait intéressant et une manière d'arranger contemporaine en fait dans le goût des Mongols.
Voilà ce qui est à la mode à Ulaanbaatar, à la capitale. Vous invitez Mangaljaf Berger en concert, personne ne voudra venir le voir, à moins que ce soit promu par l'UNESCO. Il y aura peut-être 50 personnes, 60 personnes, une centaine maximum si sa famille est là. Au Socton, ils remplissent les salles, quoi. Voilà. C'est une histoire de goût aussi, de la contemporanéité, en fait, de la tradition, les jeunes générations, etc. C'est tout à fait intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous... Oui, et donc, autour de ce projet de disque, on a la chance d'avoir un documentariste, en fait, qui a filmé tout ça, qui nous a suivis. Et donc on a un film qui sort, qui raconte toute cette histoire, en fait, vécue de l'intérieur, suivi caméra à l'épaule, avec le réalisateur Jean-François Castel. C'est un ancien photographe de rock and folk, par exemple. C'est un film de 70 minutes qui va sortir au printemps. On n'a pas encore la date fixe. Je vais vous montrer un teaser qui est assez ancien, parce qu'on avait fait un appel au financement participatif à l'époque. C'est fini. Mais pour vous donner une idée aussi de ce projet, et d'images, en fait, qui font l'aller-retour entre ces scènes de collectage, ces allers-retours entre la France et la Mongolie. Ça vous donnera une idée aussi de ce qu'est aussi Route Nomade, et ce pied à travers les deux cultures. Voilà, je ne vous montre pas le dernier teaser parce qu'il est en cours de finalisation et on n'est pas content du dernier résultat, on est en train de le refaire. Donc vous avez l'ancien teaser, mais ça vous donne une bonne idée de la chose, et notamment de cette tournée de promotion en 2016 qu'on a fait en France. Il y a eu plusieurs concerts à Paris notamment, et dans lequel on avait mis sur scène 12 musiciens, des bergers, des professionnels, des anciens, des reconnus, des pas connus, des hommes, des femmes, des jeunes, même 3 bergers qui n'étaient jamais sortis de Mongolie, c'est vous dire. Donc notre idée aussi, c'est de promouvoir la tradition avec vraiment tout le monde, et pour nous l'espace de la scène n'est pas réservé qu'aux soi-disant professionnels, en fait.
Voilà, donc peut-être qu'on se reverra à une projection parisienne au printemps pour la sortie de Voyage en Diphonie. En tout cas, on a de la chance d'avoir le regard de quelqu'un extérieur en fait, sur notre travail qui nous suit depuis maintenant plus de 10 ans, puisqu'il avait déjà fait un premier film en fait, sur nos aventures avec Route Nomade. Et j'en profite pour vous dire que bon, cette année, on n'invite pas beaucoup de musiciens mongols en général en France, puisque l'anthologie étant sortie, il faut aussi qu'on puisse se reposer, mais qu'il y aura quand même un focus autour du chant diphonique le 21 mai prochain avec le festival Parfum de musique à l'Aile et Rose, avec la venue d'un groupe important dans l'histoire du chant diphonique qui a participé au projet d'anthologie qui s'appelle Ekshiglen. Voilà, save the date. C'est le 21 mai à l'Aile et Rose, Festival Parfum de musique à 15 h. Et en amont, ça n'est pas encore programmé, mais il y aura aussi des actions autour du chant diphonique, sans doute des projections, etc. Ekshiglen, pour ceux qui connaissent, c'est l'un des groupes pionniers en fait, à s'être installé en Europe pour vivre vraiment de la production musicale, faire des disques et tourner. Ils se sont installés là et suite à leur venue en Europe, plusieurs groupes mongols se sont créés avec les dissidents de la première formation et forment aujourd'hui tous les groupes qu'on connaît basés en Allemagne, en Belgique, etc. Et donc là, il y a la photo d'Amar Toufshin, qui est l'un des meilleurs diphoneurs, en fait, il fait partie du top 10 du Komi mongol aujourd'hui. Et pour la petite info aussi, Ekshiglen prépare un nouvel album qui sera sans doute disponible à cette occasion. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a le temps pour les questions. On a commencé un peu tard, du coup, je me suis permis de déborder un peu, mais on peut profiter d'un moment d'échange. J'adorerais vous faire les 43 plages du disque avec un commentaire personnalisé à chaque fois, mais voilà, ça c'est des choses que vous pouvez retrouver aussi sur le site internet de Route Nomade, et vous pouvez lire en direct, retrouver les vidéos et les informations concernant les musiciens, ça c'est en libre accès. Cette anthologie on la trouve de partout, j'en ai amené avec moi aussi, mais vous pouvez la trouver sur toutes les plateformes internet, dans les bonnes médiathèques comme ici. Voilà. Donc, merci de votre attention en tout cas. Est-ce que les femmes
chantent. Est-ce que les femmes diffonent, vous voulez dire? Je préfère jouer sur ce terme-là aussi. Oui, vous en avez vu une rapidement au début dans le teaser du film. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant aussi à travers le projet d'anthologie, parce qu'elles sont très peu représentées sur le plan discographique. Mais il y a des diffoneuses, bergères et professionnelles, notamment une qui vit à côté de Munich en Allemagne et qui vit vraiment du chant diphonique, une autre qui est diffoneuse fonctionnaire à l'ensemble national de Mongolie, et d'autres qui le pratiquent dans la vie de tous les jours. Mais c'est une pratique assez récente. Alors il y avait un doute pendant longtemps qui planait sur la tradition, comme quoi les femmes, si elles le pratiquaient, perdraient éventuellement leur fertilité. Je crois que c'était aussi une période, je parle de ça, les années 70, début des années 80, période soviétique où il y avait beaucoup d'interdits, et beaucoup de choses, des traditions orales, n'ont pas forcément été entièrement transmises pendant cette période. Et donc peut-être qu'elles pratiquaient déjà, je ne sais pas, avant. Je n'ai pas beaucoup de témoignages. Et par contre, je sais que mes professeurs, Tserendava et Otsurin, le professeur de l'Altaï que vous avez vu, puis Otsurin, le professeur de l'Université d'Art et de Culture à Ulaanbaatar, avec qui j'ai appris, disent avoir été officiellement les premiers à ouvrir la pratique aux femmes. Ça, mais il y en a de plus en plus, et elles font exactement les mêmes sons que les hommes. Dans leur tessiture naturelle, évidemment, mais le style profond, par exemple, elles le font comme moi. Oui. À un moment, vous avez parlé des émotions, et je me demandais quelles émotions étaient recherchées dans le chant diphonique. Vous avez une description de la nature des émotions particulières. Alors c'était le début de la présentation, on parlait des émotions et du son. Effectivement, un bon commis, dans les critères de jugement esthétique mongol, c'est la capacité en fait à évoquer à son auditoire un paysage, quel que soit le paysage. On ne va pas forcément vous demander, quand on fait un chant diphonique, d'entendre la cascade de l'Altaï, de tel flanc de la montagne, du Jargalant Altaï ou autre. Non, c'est votre référence à vous des sons aquatiques. Si ça vous fait quelque chose, c'est que ça marche. Ou alors évoquer le bruit du vent, ou quel que soit le paysage. Ça, c'est quelque chose de très fort. Si on n'a pas cette sensation, c'est que sans doute, dans le grain de la voix de celui qui le fait, il manque quelque chose dans la construction vocale. Dans cette gestion des sonorités subtiles, des résonances, etc. Et moi, c'est une théorie que j'ai. Quand j'entends des chanteurs, ou même des instrumentistes, je me suis souvent posé la question de qu'est-ce qui me fait verser une larme ou pas quand j'écoute de la musique? Qu'est-ce qui me touche vraiment? Et en fait, avec la pratique du diphonique, je me suis rendu compte, c'est mon hypothèse personnelle, que c'est sans doute cette manière en fait de laisser suffisamment de timbres, de résonance harmonique. Un chanteur lyrique, par exemple, peut être absolument excellent, techniquement parlant, et nous séduire dans sa manière d'interpréter une mélodie. Donc là, je vous parle du son qui défile dans le temps, pas du son dans sa construction de base, mais s'il lui manque certaines résonances dans la voix, peut-être, c'est une hypothèse, hein, que cette voix nous touchera moins qu'une autre. Et moi, ça m'arrive de passer des concerts entiers où j'écoute que les harmoniques de la voix du chanteur, j'écoute ce qui se passe dans le son. Et c'est incroyable. Je pense qu'il y a quelque chose là dans la capacité, la présence ou non de ces zones de résonance dans les voix des uns et des autres, qui doit beaucoup jouer en fait dans la transmission du son et donc de l'émotion en fait. Mais à débattre, hein, on pourrait faire un colloque là-dessus. Oui. Vous dites que c'est des bergers qui chantent ça. Est-ce qu'il y a un rôle à ça et enfin, pourquoi en fait ils chantent ça? Oui, je ne me suis pas attardé sur tous les contextes, etc. Je me ferai un plaisir de vous envoyer ma thèse en PDF si vous voulez. Il y a des chapitres entièrement consacrés à ça. Vous la trouvez en ligne hein, facilement, rapidement. Donc c'est une manière pour les Mongols, quand on diphone seul dans la steppe à côté de son troupeau où on pousse la diphonette sous une yourte. Bon, ça n'est pas quelque chose vocalement de si simple que cela, évidemment. Ethnomusicologiquement parlant, c'est clair, c'est une manière d'être connecté à l'environnement, d'actualiser le mythe, d'être en relation avec nous faire entendre les légendes et les origines de la technique vocale. C'est aussi un passe-temps, ça c'est la version simple. C'est aussi un hommage en fait et quelque part une louange musicale aux esprits maîtres des lieux de la nature, un dialogue avec eux, mais dans la forme la plus simple qu'il soit. Et puis il y a tout le contexte spectaculaire avec
le Homi sur scène avec des ensembles professionnels, à plusieurs, seuls, le Homi institutionnel quand un président part à l'étranger, en tout cas le président, le président Enkbaïr mongol aimait bien partir avec un diphoneur mongol en représentation diplomatique par exemple. Et il avait choisi un diphoneur qui s'appelait aussi Enkbaïr comme lui. Vous voyez, donc c'est aussi le Homi dans un contexte vraiment de représentation politique qui existe aujourd'hui, parce que la politique culturelle mongole a fait de cette technique vocale l'un des emblèmes musicaux du pays. Les emblèmes musicaux, le principal c'est la fameuse vielle à tête de cheval, vous l'avez vu passer dans les images, le chanlon, le fameux chanlon, Ortindu, et le Homi, qui ont tous été inscrits à l'UNESCO, et c'est vraiment des choses sur lesquelles la politique mongole joue pour mettre en avant la richesse de sa culture, même si c'est beaucoup plus riche que ces traditions-là, il y en a plein d'autres en fait. Vous l'aurez compris avec toutes les traditions vocales, pastorales notamment, que j'ai énumérées tout à l'heure. Oui. Oui, bonsoir, merci de nous avoir rappelé que c'est la pratique donc, des bergers. Au départ, quel est le lien peut-être avec la spiritualité qu'il y avait et qu'il y a encore vous avez pu constater donc, en Mongolie, parce qu'on sent un pouvoir vibratoire quand même exceptionnel dans ce qu'on entend peut-être, c'est parce que c'est très étrange pour nous. Alors du coup, effectivement, on interprète leur art autrement que eux, j'imagine, l'entendent, enfin, quand ils ont l'habitude de l'entendre, parce que de ce que vous dites, c'est pas si répandu que ça. À part les nouvelles formes modernes qui sont quand même très différentes avec des instruments. Je parlais de la pratique en solo, c'est quand même très particulier. Et pour nous, ça nous plonge dans un univers. Effectivement, alors, voilà, merci. La question de la spiritualité avec cette technique vocale, j'ai en partie répondu. C'est cette capacité en fait à faire évoquer un paysage, à être en relation en fait avec l'histoire profonde des mythes, et puis ce dialogue en fait de l'homme avec la nature. Voilà, c'est là. Après, pour répondre à votre question sans doute sous-jacente, les liens éventuels avec le chamanisme. Souvent aujourd'hui, alors voilà, maintenant avec Internet, là si on utilise Google et qu'on tape chant diphonique, on va trouver tout un tas de choses écrites sur le sujet. Certains, des fois, simplifient la chose en disant c'est le chant des chamans. Non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a un fond culturel chamanique commun, ancestral, très ancien, qu'on retrouve du Tibet jusqu'au nord de la Sibérie, au détroit de Bering, dans lequel il y a de nombreuses pratiques vocales ayant pour base des timbres gutturaux, d'accord, dans lesquels on va aller chercher des sons dans l'arrière-gorge. Alors il y a des chants de louanges, des épopées, là je parle de nombreux peuples qui partagent toute cette zone, même en Asie centrale, et dans lesquels on va faire des variations en fait, de timbres, on va utiliser le son de gorge de certaines manières, d'accord. Les chamans vont faire des sons d'arrière-gorge pour imiter notamment les animaux, les esprits ancêtres, etc. Il y a plusieurs formes vocales qui peuvent exister. Ils ne diphonent pas. Le diphoneur ne chamanise pas. Ce sont des choses qui sont différentes. On partage, si vous voulez, un fond culturel commun, mais dans lequel, après, il y a des variantes, en fait, d'expression tout à fait... ça cohabite, mais c'est... Voilà. Et aujourd'hui, cette idée-là, en fait, du chamanisme, ça a été quelque chose... Être en contact avec la nature, ça n'est pas chamanisé au sens chaman du terme, c'est-à-dire que le chaman, dans sa fonction, va aller chercher des réponses dans l'au-delà pour résoudre un problème de société. Ça n'est pas ça. Lui, c'est cette connexion avec son environnement. Et en fait, quelque part, c'est de la pleine présence, c'est être là, mais vraiment là. D'accord ? Pour simplifier les choses, en fait, ça n'est pas plus simple que cela, et ça se suffit, en fait. Et après, il y a le mouvement New Age. Alors, je connais un Canadien qui a fait toute une thèse sur cette histoire, qui a vraiment alimenté un certain exotisme, des projections, des fantasmes sur ces champs-là, et sur l'idée qu'on pouvait se faire ici du chamanisme. Et on a très vite simplifié les choses, et là, c'est toute une histoire, en fait, de comment le regard de l'Occident, en fait, a transformé l'image de la tradition pour les Occidentaux. Et aujourd'hui, vous pouvez assister à des rituels chamaniques dans lesquels il y aura un diphoneur embauché éventuellement, ou dans lequel le chaman s'est improvisé diphoneur, ou dans lequel le diphoneur s'est improvisé chaman. Mais ça, c'est quelque chose qui a moins de 30 ans d'histoire, en fait, qui est tout à fait récent, avec ce phénomène d'ouverture du pays et d'aller-retour, en fait, en quelque sorte. Après, je me suis
côté bouddhisme, je me suis posé la question de les voix profondes, là, le style profond que j'ai fait tout à l'heure, s'il y avait un lien dans les pratiques anciennes, vocales, des rituels bouddhistes, notamment dans la lecture de la liturgie. Et on a cette fameuse voix de Mzo, le souffle du buffle au Tibet, mais la vocalité tibétaine est tout à fait différente, la manière de placer la voix est tout à fait différente de celle du Khalkhila, ce style profond mongol. Et je me demandais quand même s'il n'y avait pas un lien qui aurait pu influencer la pratique des Mongols. J'ai trouvé, voilà, dans un très vieux sutra du XVIIIe siècle, il y a des descriptions très précises de cette technique vocale-là en particulier. Donc est-ce que le point de départ ce serait là et ensuite ce serait devenu l'apanage de certains bergers de l'Altaï? Je ne sais pas, il y a trop peu de maillons de la chaîne pour pouvoir trouver les traces dans l'histoire, mais c'est des questions qui me turlupinent évidemment. Oui. J'en ai une question qui rebondit justement sur l'histoire du XVIIIe siècle. Est-ce que c'est une pratique qu'on retrouve justement qu'en Asie, en Mongolie, puisque le plus large, on peut les traces dans l'Afrique, ou dans le Sud, ou en Europe? Alors, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle homi et chant diphonique. Ce que les ethnomusicologues et les acousticiens ont appelé chant diphonique, c'est pour regrouper tout un ensemble de pratiques qui jouent sur l'émission d'un bourdon et un jeu harmonique et de résonance, qui regroupent du coup des pratiques chez les Xhosa d'Afrique du Sud, et ce sont les femmes qui le pratiquent. Je ne me permettrai pas de vous prononcer le terme dans la langue, parce que je ne sais pas le faire. Il y a une forme diphonique là-bas. Les fameux chants de la liturgie tibétaine ont été qualifiés de diphoniques, même si les Tibétains ne se le représentent pas forcément comme cela. Et toutes les variations qu'on trouve dans l'Altaï, dans la carte que je vous ai montrée, ça ce sont des formes dites diphoniques en fait. Et après il y a toutes sortes de chants de gorge, par exemple ce que font les Inuits, le Katarjak. Ce ne sont pas des chants diphoniques, c'est vraiment des chants de gorge dans lesquels effectivement on entend des résonances harmoniques par la fusion des voix gutturales, mais c'est encore autre chose. Quand vous écoutez du cante rondo flamenco, la Niña de los Penes par exemple, magnifiques enregistrements des années 60, eh bien, vous pourriez vous demander des fois si sur certaines articulations de voyelles en fin de phrase, en fin de geste vocal, ce serait pas un jeu diphonique aussi, tellement les harmoniques ressortent. Quand vous écoutez du makam ouzbek, il y a aussi un travail sur les voyelles très important, mais ça n'a pas été qualifié par les ethnomusicologues de chant diphonique à proprement parler. En fait, on est dans d'autres placements. Même si, en fait, des harmoniques, au final, à force de pratiquer, moi j'entends les harmoniques quand les gens parlent. C'est là, en fait. C'est juste une attention particulière portée à la voix. Oui. Est-ce que la pratique a changé quelque chose dans votre corps, au niveau vibratoire, au niveau de la santé? Ah bah oui, oui, oui. La pratique, c'est... ma voix, déjà, en 10 ans, elle a changé chaque année. Le timbre de ma voix, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que des gens qui sont timides, qui ne parlent que de là, comme on dit, c'est coupé. Une pratique intensive du diphonique, ça ouvre et on va retrouver voilà, une gestion du souffle qui vient vraiment du ventre, posée avec beaucoup plus de présence de basse, de médium dans la voix. Oui, puis ça fait du bien hein, de pratiquer le diphonique, ça c'est clair. Ça pose les choses, on va dire. Après, c'est quelque chose de très physique aussi, et c'est très fatigant. Si vous le pratiquez vraiment à la mongole, un souffle diphonique, une mélodie le temps d'un souffle, vous devez avoir la sensation d'être épuisé après. Si vous n'avez pas cette sensation, c'est que vous n'avez pas réuni tous les éléments de l'appareil phonatoire pour produire le son. Donc, mais c'est une fatigue qui est saine. Mais c'est très fatigant. Les diphoneurs mongols, quand on fait des tournées, ils passent la moitié du temps à faire des siestes, à dormir, parce que 1h30 de diphonie, pour eux, c'est comme si on faisait 2-3 jours de travail dans la steppe bien actif de la vie quotidienne d'un berger. Vous voyez, au niveau de la dépense énergétique, c'est, j'ai pas fait le calcul, mais c'est assez important. Oui. Dans le homi, si j'ai bien compris, ils n'utilisent jamais des paroles, c'est-à-dire ils ne mettent pas de sens à travers les paroles. Le sens, il est véhiculé autrement, même si ça dure, je n'ai pas écouté beaucoup, mais 2-3 minutes, là, j'entends quelque chose. C'est un état. Après, c'est chacun interprétera, mais ils n'utilisent pas donc les paroles, le sens. Contrairement peut-être aux chansons et chansons. Bonne question. Et donc tout ça, c'est des choses que c'est bien qu'on en parle au moment des questions. Le homi, au départ, c'est la reproduction en fait d'air
habituellement chanté avec des paroles, et on en garde seulement l'air harmonique, et on le diphone. Comme si vous sifflotiez, vous soufflotiez une mélodie qui vous plaît, d'accord? Et donc, la base du répertoire, c'est donc soit ces fameux chants de louanges, les chants longs, les chants courts, les chansons populaires, hein. On pourrait diphoner du Johnny. Eux diphonent les chansons à la mode, à la radio. Donc voilà, moi j'ai appris des thèmes mongols, étant persuadé, oui c'est très ancien, etc. Puis quand j'ai appris que ça a été composé en 70, en 80, que c'était simplement la chanson à la mode à la radio à cette époque-là, j'ai vite compris qu'en fait la tradition, chaque génération diphone les mélodies qui lui plaît. Et ça c'est toute la richesse du répertoire. C'est-à-dire que le répertoire, il est fait d'imitation des sons de la nature, et donc là il y a une dimension d'improvisation à l'écoute en fait de l'environnement qui est tout à fait intéressante, avec des codes évidemment qui sont ceux de ce que je vous ai expliqué dans la partie technique. Et puis la reproduction d'air, voilà, donc soit très ancien, soit tout à fait récent et très très variable. Donc le répertoire du Homi, ça c'est tout un chapitre de la thèse, mais l'anthologie en fait en parle très bien aussi. C'est à la fois ces mélodies anciennes, ces mélodies de la période soviétique, beaucoup d'ailleurs, des mélodies récentes, la musique de film, la création. C'est tout ça à la fois la tradition en fait. Donc aussi la musique classique mongole qui a été composée à la période soviétique. Puisqu'il y a eu toute une école de compositeurs mongols qui sont allés faire leur classe au-delà des frontières avec la technique de composition apportée par les Russes. Et donc ils ont composé avec les instruments traditionnels dans le code de la musique classique occidentale. Et certaines de ces mélodies sont devenues vraiment des tubes en fait. Et ça fait partie intégrante de la tradition aujourd'hui, c'est comme ça. C'est tout cela à la fois. Mais pour finir de répondre à votre question, parce que vous avez entendu que certains chantent avec leur gorge, ou chantent avec le style profond, la double basse. Et donc ça, ce sont les techniques, en fait, le chant de gorge, ce qu'on appelle en fait Sharma Prozov, ou Shara en mongol, c'est la voix, la gorge pressée. C'est une manière de chanter les épopées et les louanges dans l'ouest de la Mongolie. Et les diphoneurs, vu que la phase d'installation est très proche du diphonique, s'en servent pour chanter vraiment des couplets, chanter à proprement parler, et passer du chant à la diphonie en fait. Il faut vous imaginer que cette technique vocale, avant les années 50, donc elle n'était pas représentée sur scène, et des années 50 aux années 60, les premières utilisations du diphonique dans les programmes de concert soviétiques, c'est 1 minute, le temps d'un ou deux souffles, on fait la mélodie, et c'est fini. Ça, c'est les premières représentations de la diphonie. Aujourd'hui, vous avez des ensembles comme Kosokton, que vous avez vu en vidéo, qui font 1h30 de concerts diphoniques à eux seuls. Ils vont peut-être varier avec un ou deux solos instrumentaux pour se reposer la voix, mais c'est aller très loin, du coup, la partie création dans la tradition. Et au départ, comme ces diphonies étaient très courtes, eh bien, petit à petit, ils se sont mis à intégrer le répertoire des chants de louanges, qui était fait séparément, le répertoire des épopées, d'autres formes chantées, dans lesquelles ils ont intégré des passages de diphonie comme intermèdes musicaux, ou pour évoquer la nature à travers un chant, c'est toujours une belle illustration, bienvenue, et ils se sont mis à s'approprier en fait le répertoire, notamment des maktals, donc les fameuses louanges, chantées avec la voix pressée. Et du coup, il y a tout un répertoire même de création à partir du modèle des louanges qui a été créé pour... c'est vraiment le terrain de jeu des diphoneurs. Voilà. Je pense que ça complète... Ouais. Mais ça, c'est pas vraiment diphonique dans le sens où ils vont faire évoluer une mélodie au-dessus d'un bourdon qui est tenu. Voilà. Oui. Une question par rapport à l'histoire, en fait, que tu décrivais que c'était des choses assez récentes, de les années 40, mais est-ce qu'il y a un peu un équivalent, vu que c'est quand même une notion assez ancienne, est-ce que du coup il y a justement une tradition plus vieille, ou même encore plus vieux, ou c'est vraiment des choses commencées sur des rencontres peut-être récents ou... C'est très difficile de savoir. Les traces anciennes de l'histoire, il y a des poèmes en mongol, mais très peu, qui datent de la période des Huns, qui nous décrivent quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on appelle du Homi aujourd'hui. Du coup, la théorie, c'est qu'à cette époque-là, ça s'appelait pas Homi. Donc déjà, il nous manque plein d'éléments pour pouvoir en parler davantage. Il y a même un poème de la période médiévale en France qui décrit quelqu'un à la cour d'un roi qui entend pour la première fois quelqu'un qui, à lui seul, chantait ensemble et dessus et teneur. Vous voyez, et donc dans un français ancien, etc. Et donc ce serait la description d'un chant diphonique.
Il y a Manuel Garcia aussi avec son fameux traité de l'art du chant, en fait, au 19e, qui montre à l'Académie les différentes techniques vocales qu'il a étudiées, dont une fameuse technique qu'on appelle Uzlio, un nom très différent de celui de Homi et des Mongols, qui fait exactement un chant diphonique, et c'était les paysans bashkirs qui pratiquaient cette technique. C'est tombé en désuétude, et il y a un petit regain d'intérêt récemment, voilà, depuis une décennie en Russie centrale. Et après, voilà, il y a quelques traces éparses comme ça dans le temps, et c'est très difficile de trouver une logique en fait et un lien dans tout cela. J'adorerais justement remonter bien loin dans le temps. Il y a aussi une forme de diphonie qui existe dans l'Altaï chinois, donc ce qu'on appelle, c'est le nord du Turkestan chinois, la zone ouïghour, mais tout au nord, il y a une région qui s'appelle l'Altaï. Et là, donc, il y a des minorités mongoles qui y résident et qui pratiquent une forme qui s'appelle pas Homi, qui s'appelle Hozon Tsol. Et Hozon Tsol, ça veut dire l'instrument de gorge. Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est tombé en désuétude aussi. C'est très peu pratiqué. Il y a très peu d'enregistrements. Il y a des chercheurs de Mongolie intérieure et de cette région qui ont fait des recherches il y a très longtemps, mais c'est très peu valorisé d'ailleurs en Chine, pour des raisons politiques notamment. Oui, c'est une région qui est difficile d'accès. Que l'ethnomusicologie, il n'y a pas de disque Pas à ma connaissance. Oui. Sur votre terrain, comment ça s'est passé? Parce que c'est étalé sur 14 ans, mais je suppose que vous n'avez pas passé 14 ans en Mongolie. Donc du coup, est-ce qu'au début vous étiez plutôt dans les villes et vous avez été dans les campagnes après Alors, le terrain de mon ethnomusicologie, c'est à peu près un aller-retour par an en Mongolie, avec des séjours de 2 à 4 mois, une année entière scolaire à l'Université d'Art et de Culture pour apprendre la version urbaine et professionnelle, entre guillemets, de la pratique. Et en fait, pratiquement autant de temps entre chaque, en tournée avec les musiciens. Depuis depuis mes débuts, j'ai toujours organisé à différentes échelles des concerts pour des musiciens mongols, soit résidant en Europe, soit venant en tournée depuis la Mongolie. Et donc ça, c'est toujours un mois ou deux en plus dans l'année sur le territoire européen avec eux. Au départ, ça, je ne voyais pas ça comme mon terrain, mais en fait, c'était mon premier terrain. Et les premiers musiciens que j'ai invités, c'est les musiciens d'Ekshiglen qui jouent à l'Aile et Rose le 21 mai prochain. Je me suis retrouvé dans une association qui s'appelait Tamga à l'époque, pour laquelle du coup j'organisais avec ma méthodologie de l'époque des concerts comme je pouvais pour eux quand ils venaient en France à l'invitation de cette association. Je les logeais chez moi et du coup je partageais beaucoup de temps avec eux autour de la table à discuter. Et donc j'avais Amra qui est ce super diphoneur, voilà. Donc il m'a invité plusieurs fois à Nuremberg, là où il réside en Allemagne. Et en fait mes premiers terrains, c'est la rencontre de ces musiciens avec leur manière de représenter la tradition en concert ici, et chez eux en Allemagne, dans la communauté mongole allemande. Je n'étais jamais allé en Allemagne, j'ai découvert l'Allemagne à travers le regard des Mongols de là. Et c'est très intéressant. Et après, c'est la Mongolie un peu partout, et puis tous les moments passés en Europe avec eux, en fait, parce qu'en tournée, être assis dans le carré SNCF avec deux de mes maîtres et puis un plus jeune, et on est en train de boire le café, on attend le train, on pourrait se dire là il se passe rien, on attend. Non, ils se racontent des choses. Et croyez-moi, c'est dans tous ces moments-là en fait que j'en ai appris tout autant que dans des moments de transmission formelle où on se dit ok, mercredi à 10h on fait une leçon de chant diphonique et puis le soir je t'enregistre pendant 2 heures, je te pose des questions. Non, pour moi c'est tous les à côté où j'en ai appris sans doute même beaucoup plus en fait. C'est vraiment ce temps passé ensemble dans la vie quotidienne tout simplement. Oui. Est-ce qu'en Mongolie on a différents types de kardinal? Oui. Alors, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas le temps de vous faire toute la démonstration, mais s'il me reste un peu de voix, le Khalkhila que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle Tzatrer Khalkhila. C'est le Khalkhila ouvert. La basse la plus grave du double bourdon prend toute la place. Il y a un autre type de Khalkhila qu'on appelle Sharalter Khalkhila, c'est Khalkhila pressé, dans lequel en fait la basse inférieure va être en retrait sur le plan sonore. J'en reviens à l'image de la mixette. Là je me dis que les basses les plus graves
les subs, en fait, comme on dit, je les booste pas, je mets en avant les médiums. J'ai toujours le rapport d'octave, mais ça passe très en arrière sur le plan sonore. Alors, j'essaie de vous faire une démo, mais je ne suis pas du tout spécialiste de ce type de khatri-là. Puis ça dépend aussi des fois de notre tessiture naturelle et même du nombre de plis vocaux que nous avons pour pouvoir faire vraiment un khatri-là très profond ou très resserré. Ça, c'est tout un débat. Donc, ouvert, resserré. J'arrive pas à le faire, je suis trop fatigué. Je suis désolé. Vous voyez le principe? Du coup, c'est-à-dire que ce serait très resserré dans le médium. Et souvent, les diphoneurs tuba, par exemple, eux, vont beaucoup varier entre ces deux approches-là, en fait, entre l'ouvert, le resserré, plus ou moins resserré, etc. Les Mongols sont plutôt... les Mongols de Mongolie sont moins spécialistes de cette technique vocale. Voilà, et on peut faire évidemment la bouche fermée. Et donc c'est Ramlin Khatrila donné, la langue au palais, enfin, avec toutes les autres techniques que je vous ai décrites, c'est tout un univers. Et en fait, vous l'aurez compris, au final, cette manière-là, en fait, de toutes ces manières-là de diffoner, de l'extrême grave jusqu'au suraigu, avec toutes ces résonances subtiles, c'est une manière, au final, pour les Mongols, aussi, de représenter cet espace, mais de jouer avec et de l'habiter. Et ça, on s'en rend vraiment compte quand on le pratique. D'être entre ce monde souterrain, terrestre, céleste, et d'être dedans, en fait, et de jouer dedans. Oui. Est-ce que vous savez s'il y a une approche thérapeutique qui existe en Mongolie qui utilise le chant diphonique ou le homi? Comme en Occident, vous voulez dire? En Occident, cette technique vocale est beaucoup utilisée dans des approches, voilà, de musicothérapie, de yoga du son, etc. En Mongolie, je n'ai pas rencontré ça une seule fois. La seule chose que je peux dire, c'est que mes professeurs, par exemple, me disent le soir, si j'ai envie de me détendre sous la yourte, je vais peut-être faire plutôt telle ou telle technique, ça fait du bien. Voilà, des choses comme ça. Mais eux, en fait, si vous voulez... c'est ce qu'on dit aussi à propos d'autres pratiques vocales qui ont été utilisées comme ça pour le bien-être. Je pense notamment au chant indien, au Drupad. En fait, les maîtres mongols, mais je crois comme les frères Dagar, enfin, tu me diras si je me trompe, mais on en a parlé récemment, ces musiciens-là disent que la musique se suffit à elle-même. Et donc il n'y a pas du tout de situation on se dit là on fait une séance bien-être ou quoi, non. On fait cette musique et on la pratique, on la vit de l'intérieur en tant que musicien. Et ça nous apporte quelque chose, ça s'arrête là. Ici, en fait, c'est intéressant, le phénomène, c'est ce qu'on connaît du chant diphonique, je dirais même chant harmonique, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle. On va surtout se concentrer sur l'émission des harmoniques en soi, pas forcément former un timbre guttural très épais, et jouer sur ce paramètre. Ça fait du bien, mais au final, comme toute musique, selon la manière dont on va prêter attention. Celle-ci nous paraît très vibratoire parce qu'il y a ce bourdon et cette présence du son, mais je pense que si on prête autant attention à une symphonie de Mozart ou à une autre musique traditionnelle d'un autre continent, on pourrait lui trouver les mêmes propriétés. Tout dépend de l'attention que vous portez à la chose. J'ouvre le débat. Oui. Merci beaucoup pour la conférence. Du coup, vous avez dit au tout début que donc, le diphoneur n'est pas catégorisé comme chanteur. Du coup, question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'il est du coup catégorisé comme instrumentiste, parce qu'on appellerait en Occident instrumentiste, ou est-ce qu'il y a une tripartition au lieu de la bipartition qu'on a en Occident? Et du coup, juste deuxième question sur quelque chose que vous avez dit juste après, vous avez dit qu'il y a une gestion très particulière de ce que vous avez appelé le souffle inversé dans la diphonie. Et juste, vous pouvez préciser un peu, notamment, est-ce que ça diffère de la gestion du souffle, par exemple, en chant lyrique occidental, on doit quand même aussi désapprendre certains réflexes pour gérer le souffle. Donc il y avait deux questions. Oui, il y avait deux questions. La première, par rapport au diphoneur, en fait, il y a même d'autres techniques vocales qui ne sont pas catégorisées dans ce que les Mongols appellent le chant. D'accord? Donc ce n'est pas que le cas du homi. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que c'est catégorisé comme des instrumentistes? Ah oui, voilà, l'instrument, ouais, c'est très bien ça. Mon professeur, Tsarandava, lui, quand il nous explique, quand il transmet la diphonie aux Mongols ou aux Occidentaux ici,
Lui, son petit nom qu'il lui donne, c'est Khungkukjim. Ça veut dire l'homme instrument. Et ça en dit très long aussi sur leur perception de ces sons-là, de cette manière de jouer avec le son de la voix. Vous voyez? Et j'en reviens au terme ancien, sans doute, qui est resté en fait dans l'Altaï mongol de Chine, Rodontsor, l'instrument de gorge. Ça aussi, c'est une manière en fait de percevoir les sons en dehors d'un chant chanté. Vous voyez? Donc il y a ce lien évidemment, et moi la raison pour laquelle cette technique vocale m'a plu, c'est que je me sentais plutôt instrumentiste dans ma manière de gérer la voix que chanteur. D'ailleurs, je ne me proclame pas chanteur du tout, hein, je suis diphoneur. Oui? Ah pardon, oui. Et la gestion du souffle, en fait, aujourd'hui, les diphoneurs, il y a plusieurs manières de gérer le souffle. Parce qu'il y en a qui ont aussi appris les techniques de chant lyrique, etc. et l'utilisent aussi avec le diphonique et ça marche. À la campagne, parce que je dis la campagne, c'est donc la partie rurale de Mongolie, la steppe, chez les nomades. Ce que j'ai appris, mais même à l'université d'arrêt de culture, c'est que quand on inspire, en gros, on rentre tout, je schématise hein, pour tout le monde, on ouvre les côtes, d'accord? On bloque, il y a un léger appui au niveau du diaphragme, sur les muscles de la gorge, et ensuite, en fait, on va dérouler le ventre vers l'avant, et on va le gonfler au fur et à mesure que l'on pousse le bourdon. Voilà. Tout en expirant l'air. C'est ça le système. Et après, on va s'en resservir, on va tirer le diaphragme en arrière, on va repousser pour faire sortir certains harmoniques que l'on n'arriverait pas forcément à émettre. Parce que c'est pas facile d'émettre les mêmes harmoniques tout le temps avec un bourdon donné. Il y a un travail du corps qui est très physique derrière pour harmoniser les harmoniques en quelque sorte. Oui. Je suis désolée, ce sera la dernière question. C'était la dernière du coup ou il en reste une? Non. Il en reste une. D'accord. Allez. Pas dû au fait qu'on a une gamme assez restreinte d'intervalles qu'on peut produire de manière assez simple. Et du coup, si c'est possible de produire une gamme chromatique, ou si on a vraiment juste des intervalles précis qu'on a. Alors, la musique mongole aujourd'hui, elle est pentatonique, anémitonique. Donc c'est des échelles de 5 sons sans demi-ton, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas diphonner des mélodies occidentales. Ils diphonent de la musique classique, les Mongols, sans problème. Après, on ne peut pas faire toutes les mélodies, mais on peut le faire. Et donc, techniquement parlant, si la langue est très musclée, très souple et très lente dans sa modulation, on peut même moduler des intervalles beaucoup plus fins que les demi-tons, en fait. Donc, il y a toute une panoplie qui s'offre à nous, mais dans laquelle, en fait, les musiciens explorent peu, au final, ils restent dans le pentatonique et quelques tentatives en fait vers les habitudes occidentales. Mais il y a très longtemps, il y a des traces de l'archéologie, notamment de lithophones qui ont été retrouvés en Mongolie, qui nous montrent qu'il y avait des échelles de 6 ou 7 sons. Ça, c'est une pratique qui a été complètement perdue aujourd'hui. Donc tout ça vient. Est-ce qu'il y avait un lien aussi avec la pratique diphonique à l'époque? Je ne sais pas. On manque d'éléments. Mais du coup, pour moi, cette question n'est pas forcément liée c'est intéressant, mais c'est pas forcément lié aux possibilités de l'échelle, de l'habitude culturelle. Il y a quand même certaines intervalles principaux, c'est des cas qui sont plus faciles à reproduire. On a l'impression que le fait que ces intervalles-là soient, je le répète, plus faciles à reproduire, ça influence la musique qui est produite. Aller chercher des Bien sûr, mais eux, quand ils sont en train de créer le timbre avec le jeu instrumental et le placement vocal, ils ne cherchent pas à produire la quinte, la tierce, ils ne se représentent pas du tout ça en ces termes, et ils représentent ça vraiment en termes de strates de son, ce qu'ils appellent tsole, par exemple l'écho, dans tsole homi, le homi écho, c'est toutes ces résonances. Plus il y en a, mieux c'est, en fait. Ça s'arrête là. Donc après, ça c'est une théorisation occidentale qui est intéressante, mais dans la pratique autochtone, en tout cas, c'est pas comme ça que c'est représenté. Ça pourrait expliquer ce goût pour le timbre, mais à mon avis, c'est quelque chose de plus connecté en fait au son de la nature. Vous écoutez une rivière qui coule, le vent qui souffle, en acoustique, c'est ce qu'on appelle du bruit blanc. Et dans un bruit blanc, par définition, il y a tous les sons. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'ils entendent tous ces sons-là ou pas?
est-ce qu'ils les font tous? Et les premiers exercices d'apprentissage du komi, mais d'autres techniques vocales aussi, comme le chant, c'est se mesurer à la nature. L'écouter, la reproduire. Donc, effectivement, après, il y a un code culturel avec ses échelles, etc. Mais dans la construction du son, ça s'entend vraiment quelqu'un qui a travaillé près des éléments naturels ou pas du tout, avec un piano ou quelque chose de plus récent. Il n'y a pas de notation? Non. Il y a eu des tentatives de notation, mais en fait, elles n'ont pas abouti. Et même à l'Université d'Arts et de Culture, qui est le parcours ultime, diplômant national en Mongolie, on sort avec son diplôme de diffoneur professionnel pour travailler dans les théâtres nationaux. Encore là, pendant le cursus de 4 ans, tout est transmis oralement. Et ça en dit long en fait sur le travail. C'est vraiment un travail sur le timbre. Donc, quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait qu'une seule année là-bas, mais ça m'a suffi déjà pour me dire waouh, t'as encore du chemin à faire. L'un des premiers cours, le professeur Otsurin me regarde et me demande quelle est la différence entre ça, alors il me fait un chant diphonique, et ça, il m'en fait un autre. Et je le regarde, je me suis dit là, il bluffe. Moi, avec mes oreilles d'occidental, j'avais entendu la même chose. J'étais encore à la période où je me disais que je faisais du chant diphonique, donc un bourdon, une mélodie d'harmonique. Et puis pendant le premier semestre, régulièrement en fin de cours ou en milieu de cours, il m'interpellait, il me disait « c'est quoi la différence ?» Il revenait à la charge. Donc un jour j'ai fini par enregistrer, je me suis dit « bon voilà, on va voir », puis je voyais vraiment pas le truc. Et dès l'instant où je me suis dit bah, « c'est du komi, on travaille sur la matière sonore », et là voilà, et donc il m'a appris comment faire ce qu'on appelle d'aprat komi, et c'est un chant diphonique où il faut au moins 4 ou 5 résonances qui sont vraiment contrôlées. Et donc on est vraiment sur la matière en fait. Lui, ça n'importait pas du tout de savoir que je pouvais faire des mélodies mongoles plus ou moins difficiles techniquement, ou même des demi-tons à l'occidental, mais vraiment de la construction du timbre. Et un jour, il m'a dit, ok, c'est bon, c'était en fin de cursus, quoi. Et c'est intéressant. Voilà, bah, merci de votre attention. Merci.